Le 338e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on vient parler vélo, ici on vient parler cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés en plein Tour de France, la 3e semaine du Tour de France. On se retrouve pour la preview et pour l'analyse de la 19e étape du Tour de France qui va amener les coureurs du côté de la Plagne. Et je ne suis pas tout seul pour cet épisode et ça me fait plaisir. Le plus passionné des passionnés, Monsieur Thibaut, alias Latib. Comment il va, mon Thibaut ? Eh ben, écoute, il vient de se réveiller parce qu'il s'est endormi devant l'étape. Ouais. Alors, j'ai écouté un petit peu le Space là avant là avec James et chez l'ami Brice. J'ai écouté par bribes. J'ai bien aimé l'analyse de James, à savoir que les coureurs sont rincés, sont fatigués, mais ça ressemblait à une fin de 3e semaine du Giro avec un parcours mal tracé par Vegny. Ouais, on va dire ça. Non, mais je sais pas, c'est la fin d'étape est soporifique, il y a plus rien, on a baissé les bras, on ne tente plus, on a fait un va-tout dans la Madeleine, mais on se doutait bien que de toute façon, dans tous les cas, ils n'allaient pas le lâcher. Donc c'était quoi le plan pour la suite ? Parce que en fait là, c'était la Madeleine et puis on attend, on voit et on improvise. Et on improvise, en fait, on fait rien. Je sais pas, ça me laisse pantois. Bah moi, je t'avoue que j'étais hyper serein sur mon analyse de l'étape d'hier. Jusqu'en haut de la Madeleine, j'ai vraiment, l'analyse, Pogacar et Vingegaard qui arrivent en tête, les équipiers qui partent avant, qu'est-ce qui va se passer dans la plaine ? Mais alors là, cette espèce d'endormissement dans la vallée, là, tout est parti en cacahuète à ce moment-là, même Poggi était un peu, parce que l'étape, il l'avait visé, il l'a dit à l'arrivée, le plan à la base. Bon, c'était d'assurer le maillot jaune en 1, mais le plan, c'était aussi d'aller chercher l'étape. Et effectivement, il y a eu cette espèce de truc, je sais pas si on peut appeler à ça un fait de course, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare de voir une équipe chercher à épailler, tout épailler dès la mi-course. Mais une fois que tu as épaillé à la mi-course et qu'il se passe rien, derrière, il se passe quoi ? À la limite, fallait prendre Jorgensen et au moins, il fait le plat et puis on remet ça dans le col de la Lose. Donc en fait c'est le move de Jorgensen avec Rubio et O'Connor en fait que j'ai pas c'est tactiquement j'ai pas compris. Ah ouais, non plus. Au pire, si tu te portes à l'avant, mais c'est que il va y avoir de l'action derrière. Parce que tu sers de relais, tu sers de point d'appui, mais si tu sers plus à rien après, c'est quoi l'utilité ? Pas compris. Je cherche encore une explication, mais ils se sont perdus en chemin. La montagne. Et puis un Poggi grand seigneur qui laisse une nouvelle victoire assez surprenant. Ouais, c'est très bizarre. C'est la première fois que j'ai presque envie de dire, Tadej, il est en train de nous gagner un tour à la Chris Froome. Il nous avait pas habitués à ça, c'est-à-dire après il a été chercher des étapes en puncher, il a Mur de Bretagne, ça il y a pas de souci, mais il allume tout sur la première étape de montagne. Et après de la gestion. Et Froome, c'est un peu comme ça qu'il remportait ces Tours de France. Et Tadej nous a pas habitués à ça. Ou alors est-ce qu'il se sent vraiment trop fort et on lui dit en off, bon écoute, vas-y, mets quand même un peu le pied sur le frein parce que il y a beaucoup de choses qui se racontent derrière ton dos. Essaye. Mais en tout cas, le fait que les coureurs soient complètement épaillés, fatigués et sachant qu'on a roulé à une allure intersidérale depuis le départ de Lille, moi je trouve quand même malgré tout que ça rassure entre guillemets je parle pas de cas exceptionnels ou de certaines équipes, je parle de l'état global du peloton. Finalement on a affaire à des humains, à des surhumains dans le sens où ils poussent la performance sportive au maximum, mais malgré tout ça reste des humains. Ouais, j'aimerais bien être un humain aussi fort, Ah oui, non, bien sûr, évidemment, non, mais on a affaire à des champions, tu vois, donc voilà, le fait que il y ait un coup de mou en 3e semaine, je trouve ça plutôt quelque part il y a quand même un côté sain, même si on n'a pas vu l'étape qu'on espérait avoir. Thibaut, un petit mot sur Monsieur Bidon Collé. C'est ridicule. Il mérite ses 8 points, il mérite sa sanction. Je sais pas si c'est lui qui est con de le faire parce que t'es en échappée, tu sais que tu as des caméras
arriver sur toi, ou si c'est carrément Roman Kreuziger sans DS qui doit savoir pertinemment et qui en plus lui a un œil sur les rétros que la caméra est pointée sur lui. Je sais pas, mais là, enfin, c'était très mal joué, très mal vu, et la sanction paraît c'est évidente, donc on a joué, on a perdu. Est-ce que chez les Martinez, jusqu'où s'arrête, on va dire, le métier et jusqu'où commence le vice? Parce qu'on voit que les chiens font pas des chats. On rappelle, Lenny, son père a été champion olympique de VTT, il a fait le Tour de France. Son grand-père a été maillot à pois sur le Tour de France en 1978. Donc, il a 21 ans, mais il a du métier. Et on le voit en échappée, c'est toujours celui qui roule le moins. Il en fait moins que celui qui en fait le moins. Il a gagné quelques courses comme ça, mais est-ce que à un moment... Il était capoute là. Honnêtement, il était capoute dans toute la montée. Ouais, mais bon, est-ce que pour autant il doit nous faire un sketch? Il joue au kick. Ouais, il joue au kick, mais parce que Arensman, il a littéralement aucun sprint, donc il peut l'avoir, tu vois. Sur cette dernière portion, vu qu'en plus un peu avant, on va dire, il y a une portion où il a pu entre guillemets récupérer, mais il a payé son sprint cash en explosant dans la descente, après de manière sans doute très volontaire aussi, mais il n'avait pas la gestuelle du grand Lenny. Je pense que maintenant on a trouvé un pattern du côté de Lenny quand il va plutôt bien. Le regard, il est vide, totalement tourné vers l'horizon. Il est bien en ligne sur son vélo, il dandine pas trop que ça, et surtout il a cette espèce de spasme de tête. Il a des petits tocs et tout où tu regardes ses yeux, ça clignote un peu, et puis il a son spasme de tête, et ça en fait à chaque fois qu'il a été très bien et qu'il a remporté ses victoires dernièrement, il a ce petit truc là où c'est constant, avec la lèvre vers le bas. Ouais, c'est ça, et puis, c'est vraiment le mouvement, tu vois, de tête, genre, intempestif, tu vois, un peu comme s'il avait vraiment un spasme. Et en général, là, tu sais qu'il est bien. Et, là, honnêtement, il avait tout, il avait littéralement rien de ça, et il était dans le dur, quoi. Ouais, non, mais le pire, c'est que l'étape de la Plagne, il est capable de la gagner, il est complètement inconstant, irrégulier. Il chauffe le froid et le chaud, c'est assez dingue. Thibaut, on va basculer sur la preview de cette 19e étape du Tour de France qui va amener les coureurs du côté de la Plagne. Alors, il y a quelques rumeurs qui ont tourné sur les réseaux sociaux comme quoi on aurait pu avoir un éventuel changement de parcours avec l'annulation du col des Saisies, mais au moment où on enregistre le podcast, à 20h47, pour l'instant, rien d'officiel, ce n'est pas le cas. Le tweet a été supprimé de Colin. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a balancé une saucisse qui a été reliée très vite et là d'un coup on corrige, ou est-ce que c'est parce qu'on s'est fait taper sur les doigts de dire un truc qui est potentiellement incertain, ou de l'avoir sorti un peu avant l'organisateur, tu vois? Colin, il fait quoi là? Il est pas à Eurosport là sur ce Tour de France. On parle de Colin Bourgeat pour ceux qui se posent la question. Si, il est sur place. Oui, mais d'accord, mais il bosse pas pour Eurosport là. Il est si. Il est sur le Tour pour Eurosport. Il est pas dans l'orga du Tour ou un truc comme ça. Non. D'accord. Okay. Mais je l'ai pas entendu intervenir sur Eurosport depuis le début du Tour. Non, mais il est passé dans le Space. Il était en voiture et c'était Dan Martin qui conduisait. D'accord. Et Dan Martin travaille pour Eurosport. Oui, il commande pour. Ouais. Ok. Donc, je comprends mieux. Alors, alors à surveiller, bien évidemment. Toi, t'as tout de suite. Alors, c'est vraiment. On a vu ça juste avant de démarrer le podcast. Toi, t'as essayé de voir. Moi, j'essaye de savoir s'ils annulent par où ils passent, en conservant le départ, en conservant le lieu de passage du sprint intermédiaire, mais en fait, je vois pas. Je vois pas parce qu'en fait, s'ils passent la côte du Gine, soit ils font un giga détour pour récupérer le col du Pré. Ils sont obligés, en fait, de passer par le col des Saisies. Ou alors, ils nous font un truc à la Giro 2023, c'est-à-dire, ils font le départ là où c'est prévu pour honorer l'organisateur. Ils font quelques kilomètres, un départ fictif. On les fait monter dans les voitures et puis on refait un départ au pied du Cornet de Roseland. Peut-être, hein? Cornet de Roseland, ça fait que le col du Pré, plutôt. Ouais, oui. Col du Pré, oui. Éventuellement. Mais putain, il y en a, ils vont faire la gueule, hein. Ah bah, oui. C'est possible. Donc Thibaut, on va rester sur le parcours qui est prévu. Donc je te laisse la main sur le parcours de cette étape, direction La Plagne, étape extrêmement courte, on a à peine 130 km. Ouais, et puis une étape quasiment toujours en prise, avec mine de rien quand même une longue portion
descendante et de plaine, 32 km à peu près, pardon, pour rejoindre la Plagne. Et puis après, la Plagne, c'est du tout droit, hein. Enfin, quand je dis c'est du tout droit, c'est parce que c'est très régulier. C'est dur, mais c'est difficile, mais c'est régulier. Ma grande question sur ce scénario, parce que moi je veux le scénario. Honnêtement, moi je veux le scénario. Maintenant, s'il y a un potentiel parcours qui est modifié, ça peut changer la donne. Pour moi, au pire du pire, on attaquera au pied du col des Prés, ce qui ne change pas énormément mon scénario. Alors, moi, si je partais sur un scénario, je partais sur un scénario avec une tendance échappée. Hein. Ouais. Ça reste court, difficile à contrôler, mais avec, on l'aurait compris, les Visma Leasebike un peu résignés et cette envie d'aller chercher un petit lot de consolation, on va dire, en mettant des coureurs à l'avant. On peut faire croire que c'est des coureurs satellites, mais du coup, ils seraient marqués un peu de près par certains coureurs Emirati. Et puis là, ce serait un petit jeu entre les gros, entre les hommes en forme, de toute façon, parce que maintenant, à partir de cette troisième semaine, les mecs qu'on voit à l'avant sur ces étapes-là, c'est des mecs, qui se sont déjà imposés, et deux, qu'on a constamment vus. Et au-delà de ça, des grimpeurs patentés, des grimpeurs de classe. Donc, c'est dans l'esprit forcément un grand nom qui va s'imposer. Alors, la Plagne, la montée de la Plagne, je l'ai faite en voiture. Hein. J'étais à la Plagne pour faire la 6000D, la 6D Lac. Hein. C'est la petite 6000D pour ceux qui connaissent, en courant. Bon, alors la Plagne, c'est très roulant. Alors, c'est des virages, c'est une sorte de petite Alpe d'Huez, peut-être en un peu moins dur. C'est assez long et ça tournicote dans tous les sens. Et les pourcentages, on est tout le temps entre 6 et 8%. Il n'y a pas d'énorme pourcentage sur l'ascension. C'est vrai. C'est comparable à la Madeleine, quoi. C'est régulier, c'est dans les un peu plus de 7%. La Madeleine, c'est 7,6. Là, c'est 7,2. Et en termes de distance, ça se rapproche, quoi. Donc, on va dire c'est la petite sœur de la Madeleine. Ouais, c'est vraiment un col, ce qu'on appelle pour grimpeur rouleur, j'ai envie de dire. Thibaut, moi, je vais te donner mon scénario. Te rappelles-tu du Tour de France 2006 ? Faut que tu me rafraîchisses la mémoire. Alors, le Tour de France 2006, avant la 17e étape, on a un certain Floyd Landis qui est 11e au classement général. Il a 6 ou 7 minutes de retard et sur la 17e étape qui amenait les coureurs du côté de Morzine, 18e étape, il attaque au pied du premier col. Voilà. Il fout 7 minutes à tout le monde. Il retourne le Tour de France. La mythique Floyd Landis. Bon, 3 jours après l'arrivée du Tour de France, on a tous compris que c'était du fake. Mais en attendant, Oscar Pereiro a remporté un Tour de France, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement hallucinant de se dire que ce gars était un bon coureur, hein, mais c'est comme si, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme exemple de coureur aujourd'hui qui, on se dirait, ce mec a gagné un Tour de France. Je suis en train de chercher, je me dirais même, tu vois, même un mec comme Tige Benoît, c'est au-dessus, quoi. Tu vois, donc même un mec comme Castrillo, c'est au-dessus. En vrai, il s'était replacé, il l'avait laissé partir sur une échappée qui avait pris une demi-heure. Bref, c'était n'importe quoi. Le Giro, Thibaut, un petit peu plus proche de nous. Si je te dis le Giro 2018, si je te dis le col de la Finestrée. Oui, évidemment. Attends, tu pars sur un retournement du classement général là ? Alors, je pars pas sur un retournement, je dis pas que ça va fonctionner. Mais Jonas, à un moment donné, faut juste porter ses burnes. Il arrête pas de nous dire matin, midi et soir depuis une semaine, moi les gars, la deuxième place, je m'en fous. Mon but, c'est de retourner le Tour de France. Ok mec, si tu veux retourner le Tour de France, on part sur... On dit que le parcours est celui-ci. Ça veut dire, le parcours qu'on a là, ça veut dire que tu prends toute ton équipe pour épailler le peloton jusqu'au col du Pré. Le col du Pré, c'est peut-être le col le plus difficile de l'étape. Le col du Pré, tu dois attaquer, il ne doit y avoir personne devant quand tu es dans le col du Pré. Tu dois dire aux équipiers, l'étape, elle est terminée au 57e kilomètre ou au 60e. Voilà, et il doit porter son attaque à ce moment-là. Je dis pas que ça va le faire, parce que à mon avis, Poggi le tient, et voilà, mais à minima, il doit le tenter.
C'est voilà, arrêter le plan, arrêter avec les coureurs satellites, avec les machins, les trucs. Froome, quand il retourne le Tour de France en 2018, il envoie pas Kenny Elissonde faire le poisson pilote ou le truc ou le machin. Non, ils ont un plan le matin. C'est Kenny Elissonde qui doit faire le dernier relais pour Christopher Froome, et ils savent qu'ils vont attaquer dans la Finestrée. Je rappelle quand même, avant cette étape-là, Christopher Froome était 4e au classement général avec 3 minutes 32 de retard sur Tom Dumoulin. Et idem en 2016 sur le Giro, quand Vincenzo Nibali retourne le Giro avec le cintre Kruijswijk qui avait 4 minutes 50 d'avance à la 17e étape. Bah pareil, à un moment donné, il tente également un move de loin. Alors depuis, évidemment, c'était il y a pas très longtemps, mais le vélo a bien changé. Mais là, faut arrêter de se pourrir la tête avec des tactiques à la con. C'est beau, c'est du tableau noir. Je vous en ai vanté je vous ai vanté l'étape des Visma dans le Ventoux dans le podcast d'avant-hier. Mais là, faut revenir à un truc très simple. S'il veut vraiment tenter de retourner le Tour de France en se disant qu'il finit 7e ou 10e, c'est pas grave. Il faut faire all-in sur ce col du Pré. Bon, après, il a de la marge pour déjà récupérer, descendre à la 3e, il y a de la marge. Il faudrait vraiment qu'il explose et que les autres le fassent littéralement imploser aussi. Donc, un peu du mal à y croire. Moi, à mon avis, s'il le tente, bon, il va pas lâcher Poggi. Sauf qu'à mon avis, à la différence, s'ils ont fait un écart en haut du col du Pré, derrière, il y a le cornet de Roseland. Je pense que Poggi va lui dire, vas-y, on y va. À l'ancienne. Non, après possible, parce que Poggi, honnêtement, il a tellement laissé passer. Maintenant, pourquoi il est dans cette gestion? C'est ça le truc, c'est qu'il est dans une gestion vraiment très très mesurée. Donc, est-ce que il est il y a 3 hypothèses en fait. Est-ce qu'il est en totale gestion pour pouvoir enchaîner avec la Vuelta? Il y a quelques rumeurs qui diraient qu'il ne la ferait pas. Du coup, ça n'expliquerait pas sa gestion. Et si ça n'explique pas sa gestion et ses cadeaux, ça voudrait dire que soit il offre un peu des os à ronger parce que l'air est de plus en plus nauséabond et il faut un peu mettre de désodorisant, tu vois. Ou alors carrément il est cramos quoi. Il y a un truc bizarre. Je suis d'accord avec toi, il y a un truc bizarre. Alors, il avait quand même le sourire à l'arrivée aujourd'hui. Je l'ai trouvé quand même plutôt détendu. Mais je sais pas. Cette histoire il a quand même dit un truc, c'est que s'il veut enchaîner derrière avec la Vuelta, la Vuelta c'est dans pas très très longtemps quand même. Et il a lâché un petit truc en interview aujourd'hui. Il nous reste encore 3 jours de course et après on va pouvoir partir en vacances. Est-ce qu'il y a pas aussi un peu d'usure mentale qui commence aussi à arriver? Je sais pas. C'est bizarre. Voilà. On va pas prendre pour argent comptant ce qu'il dit, mais souvent quand ça entoure Poggi, il va dire des choses vraies, même si c'est un tocard fini. Tu connais évidemment ce conte qui s'appelle Mou et il le dit. Il ira pas faire la Vuelta pour aller en vacances avec Urska. Donc voilà. Alors voilà, c'est ce que je pensais. J'osais pas le dire. Est-ce que Urska, elle serait pas en train? Alors je pense pas. J'allais dire, est-ce qu'elle serait pas en train de faire un peu yes? Non, mais de toute façon, dans tous les cas, il y avait quand même déjà des rumeurs au-delà de ça où il ferait pas la Vuelta parce qu'il aurait envie de partir en vacances et qu'il en a un peu marre d'être loin de chez lui, tu vois, toujours en stage, un peu à la Vingo et sa meuf et à la Remco Evenepoel qui est constamment un peu dans sa montagne, tu vois, il a un peu envie de décompresser un peu. Bon alors ça, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a peut-être un début de proche de burn-out. S'il a besoin de ça, parce que Pogačar, c'est quand même un mec qui adore courir, qui adore gagner. Il pense comme ça, il vit pour ça. Donc je disais, il y a quelques semaines, je vous parlais des podcasts, je disais attention, la victoire, ça grise. Alors attention, c'est pas du tout une critique. Ce qu'il a fait, c'est déjà énorme. Mais il y a déjà un petit, tu vois, une petite lassitude de son métier. Bon, il a 26 ans, il est sur le pont depuis qu'il en a 19, donc c'est aussi normal qu'à un moment donné, ça plafonne un peu. Puis il gagne 8 millions par an. Il a peut-être aussi envie un peu de profiter de son pognon. Et puis ils ont des rythmes de dingue. Donc ça, vraiment tout ça, c'est à surveiller. Ouais, l'état mental de Pogačar qui va derrière conditionner ses performances. Tout ça, c'est vraiment à surveiller. Il a quand même l'air vachement en patinette, c'est ça le truc. C'est s'il veut, il gagne, mais les étapes qu'il a offertes facilement en fait.
Après, encore une fois, aujourd'hui, est-ce que dans le col de la Lose, est-ce que Narvaez et Yates, c'était pas un peu juste? Encore une fois, ça roule à fond depuis le début. Tu vois, lui, il repart pas dans des grands raids solitaires, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, le fait qu'il parte pas dans des grands raids, bah, on a aussi l'impression qu'il, tu vois, soit il peut pas, moi je pense qu'il peut pas, ou alors il s'économise pour la Vuelta. Je sais pas, c'est vraiment, c'est très curieux, mais je suis déjà pressé d'être à cet hiver pour connaître un petit peu le programme, le calendrier de course de Pogačar en 2026, parce que et puis même voir aussi le programme de la fin de saison. C'est vraiment. Après, il a donné énormément. Faut remettre en contexte, même si c'est un extraterrestre et que on a notre avis sur l'animal. Mais il a énormément misé sur le début de saison où il voulait gagner absolument Milan-San Remo, donc déjà être dans une très grande condition, continuer jusqu'à la fin des classiques qu'il a écrasé. Après, il a quand même fait une période de break. Visiblement, il n'a pas non plus eu ce qu'on va appeler théoriquement, c'est terrible de dire ça en plus quand tu parles de Poggi, la préparation optimale pour à la fois le Dauphiné et pour le Tour de France. Parce qu'il a un peu entrecoupé ses périodes d'altitude pour aller faire le sgeg en tribune de course automobile du côté de Monaco. Donc forcément, il n'a pas eu les bénéfices totaux de 3 semaines ininterrompues en hauteur, tu vois. Donc il concédait déjà avant même le Dauphiné que c'était pas forcément la préparation optimale et qu'il n'était pas au top de la condition qu'il devrait être, alors qu'il a écrasé ce Dauphiné d'une manière assez aberrante. Du coup, est-ce que ça pèse pas à la fin de ce grand tour qui a été mine de rien épuisant physiquement et peut-être aussi un peu usant mentalement avec le jeu des Visma Lease Bike qui n'ont jamais cessé de l'harceler. Donc pour moi, voilà, je reviens sur. Pour moi, voilà, Jonas Vingegaard doit tenter une Floyd Landis sur cette dernière étape de montagne. Thibaut, on va basculer sur les pronostics. Alors je rappelle que pour ceux qui mettent de l'argent, jouer avec excès comporte des risques. Faites du management de bankroll, évidemment. Et je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Thibaut, je t'écoute. Quel est ton pronostic pour cette 19e étape du Tour de France? Je ne te croyais pas la dernière fois, mais cette fois, je vais croire à cet os à ronger pour Adam Yates d'un Poggi qui laisse son fidèle et plus fidèle lieutenant en montagne aller de l'avant pour marquer un peu ces Visma Lease Bike qui auront des coureurs typés satellites, on va dire. Mais on va vite se rendre compte que la tendance est plutôt à l'échapper et que les Visma Lease Bike n'ont pas vraiment un plan pour renverser Poggi, mais plus pour aller chercher quelque chose. Et à ce petit jeu-là, du côté des Emirati, on a un Adam qui peut aller les tréfler et les empêcher de gagner une étape supplémentaire. Non, mais c'est vrai qu'après, du côté des Visma, on peut se dire on a le Team Classification, on a la 2e place. Bon, allez, on fait pas non plus n'importe quoi. Hein. C'est aussi une vraie possibilité. Moi, je vais rien mettre sur cette étape. Je vais rien mettre du tout parce que déjà sur les PLT, j'étais quand même ultra méga large et safe avec mon Poggi gagne 5 étapes, sauf que la 5e, elle vient pas. Ça se trouve, elle va arriver dimanche sur les Champs-Élysées. J'en sais absolument rien. Le maillot vert, ça paraît quand même mort, même si Milan, je pense, a eu pas mal de réussite avec la chute de Merlier. Ça aurait pu changer pas mal de choses. Le maillot à poids, ça c'est bon. Je pense que ça va le faire. Attention, je me méfie quand même de Vingegaard sur cette étape de la Plagne. Donc voilà. Donc j'espère un Poggi Day. Voilà, j'espère un Poggi Day pour rentrer le PLT. Les match-up, une catastrophe. Je viens de perdre mon 17e match-up d'affilée avec Lipovic contre Roglic. Et pourtant, c'est pas que Florian Lipovic avait moins de jambes que Roglic sur le col de la Lose. Quelqu'un sur Twitter qui m'a dit « Ah, mais tu sous-estimes tonton Roglic ». Non, c'est juste que Lipovic, il a complètement couru à contre-temps. Il était pas... Alors après, tonton était un peu au-dessus de ce que j'imaginais.
Mais bon, bref, va falloir vraiment que je copie 100 fois, je ne jouerai plus de match-up. Donc voilà, donc je vais juste laisser tourner les PLT sur cette étape en espérant que un circonstance de course Poggi aille chercher la 5e. Donc je vous explique, hein, là il y a eu un petit montage, on a été coupé, donc je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous raconter il y a 2 secondes, mais c'était pas très probablement pas le moment le plus intéressant du podcast. Donc voilà, bon, pour moi il y aura pas de, j'espère que Poggi va aller la chercher pour rentrer le PLT, mais voilà, je ne partirai absolument sur rien sur cette étape. Thibaut, après, ouais, t'étais quand même dans tout ton développé autour du all-in de Vingegaard et de sa tentative de remontada. Après, le truc, c'est qu'ils sont en tête aussi, ils sont en tête du team classification, donc s'ils le tentent, s'ils le risquent, ils peuvent se faire retourner par les UAE. Si tout le monde est épaillé et que les UAE arrivent à suivre, bon bah voilà. Mais à un moment donné, je veux dire, tu vois, ce que tu disais, c'est que voilà, ils allaient remettre un peu des coureurs satellites, retenter un petit peu ce qu'ils essayent de tenter ces derniers jours. Mais à un moment donné, c'est bon, ça marche pas, donc faut tenter autre chose. Voilà, faut tenter autre chose. Et si Poggi présente vraiment des signes de fatigue, faut essayer de le prendre de loin. Pantani avait essayé de le faire aussi à Lance Armstrong une année. D'ailleurs, Armstrong l'avait très très mal pris, pour dire encore une fois le caractère de merde du mec. Mais ouais, non, je le vois. En plus, les Visma sont un de plus que les UAE, donc ils doivent aussi un peu jouer sur la supériorité numérique. Moi, je ferais partir Affini à fond, relais Wout van Aert, après Kempi, tu prends Benoît, Simon Yates, Jorgensen, tu termines par Sepkus et puis t'envoies le bestiau, quoi. Et puis si ça marche pas, au moins ils ont essayé. Ok, Thibaut, est-ce qu'il y a la cote d'Adam Yates, ça doit au moins claquer du Saint-Ante, cette histoire-là? Non, c'est open sur le book à 34 et je crois que ça a baissé à 20. D'accord, ok. Mais ce qui est assez logique en fait, parce que honnêtement, si je devais pointer 3 favoris, je pointerais Félix Gall, Sepkus et Adam Yates. Et j'aurais une préférence quand même pour Sepkus et Adam Yates, tu vois, si je devais choisir. Ouais. Mais je pense que ça doit tourner si tu dois prendre quelque chose autour de ces 3-là, quoi. Ouais. Après, c'est pas une stratégie inintéressante de choisir un des 3, voire les 3, mais en fait, faut les choisir vite à l'opening parce que Félix Gall, il devait être bas à 14 ou 17. Sepkus, bizarrement, était à 34 avec Adam Yates et bon, évidemment, il a baissé à 17. Qui est beaucoup plus logique. Ouais. Bah après, c'est un col quand même où, tu vois, Santi Buitrago à 19, ouais, c'est un col quand même qui se roule un peu grand plateau, hein, je parle de la Plagne. Ouais. Valentin Paré peintre, hein, il peut aussi remettre ça, même si moi je le vois plus sur quand même des cols un peu plus, enfin sur des gros pourcentages. Après, on n'est pas non plus aux antipodes. Il était pas rassurant, hein, Valentin Paré peintre aussi au départ, hein, parce qu'il a sauté en montée, il était avec les sprinters, il était dans le dur. Je sais pas, est-ce que son niveau sur le Mont Ventoux, qui était quand même relativement assez exceptionnel, n'a pas été un peu un trompe-l'œil, tu vois, un peu comme ce qu'on disait avec Primož Roglič, et que sur une journée avec enchaînement, ce serait pas plus dur pour Valentin qui a eu, on va le rappeler quand même, une préparation un peu tronquée du fait de sa blessure en Catalogne. Donc il devait avoir une montée en puissance pour la 3e, mais est-ce qu'il a pas beaucoup donné dans ce Mont Ventoux et il va pêcher un peu au niveau de la forme parce qu'il aura beaucoup donné. Moi, ouais. Moi, si j'avais un pic échappé à prendre, c'est Michael Storer. Parce que c'est un parcours qui lui va, parce qu'il sait faire, parce qu'il a pas fait grand chose il a lâché 1 heure sur la première semaine, donc il s'est vraiment réservé. De toute façon, si c'est un pic échappé, c'est un mec qu'on a vu ces derniers jours, hein, peut-être même un mec qui était dans l'échappée aujourd'hui. Le back-to-back de Ben O'Connor, c'est pas non plus complètement incohérent. Donc ouais, il y a des possibilités, mais voilà, vous allez pas avoir un mec, alors ça se trouve je vais sortir un nom, c'est lui qui va gagner, je vais passer pour un connard, mais un mec comme Castrillo ou un mec comme Hirschi par exemple, ou un mec comme Izagirre qu'on n'a pas vu du tout du Tour de France. Il y a pas de risque, là t'es en train de citer des fantômes. Ouais, voilà, ouais. Faudra qu'on en parle quand même, hein, de la sélection de la Cofidis, hein, pour ce Tour de France.
Je suis quand même... quand je regarde, hein, alors après c'est facile a posteriori de dire après, mais déjà j'aimerais bien savoir quel est le poids de Cédric Vasseur dans la sélection. Est-ce que il a le même poids dans le choix des coureurs sur une sélection d'un Tour de France que par exemple peut l'avoir Madio à la Groupama ou Bernaudo? J'aimerais bien savoir un petit peu comment se déroulent les process de sélection. Et parce que moi j'ai l'impression que du côté de la Cofidis, on a simplement ramené on a pris les gros salaires en fait. Un mec comme Yon Izagirre qui a pas fait grand chose cette année, ça coûte un billet. Un mec comme Aramburu, je l'aurais pris parce qu'il avait quand même fait un bon début de saison, donc il est fantomatique sur ce tour. Moi, il y a pas de discussion, mais les deux quand même où ça prête à discussion. Bourman, on sait que Bourman, il a fait 4e du Tour de France, mais ça remonte maintenant, c'était en 2019. Bora n'en voulait plus. Alors attention, encore une fois, c'est pas des critiques contre les coureurs, c'est simplement juste des critiques sur le management et la position dans laquelle on met ses coureurs. Et Dylan Teuns, on sait qu'il a eu un gros virus pendant l'hiver, donc il a un peu le problème de Remco, c'est qu'il a pas vraiment eu de préparation hivernale. Et Dylan Teuns, il a rien non plus montré depuis le début de l'année. Et quand je vois que sur le banc de touche, par exemple, on a laissé un mec comme Valentin Ferron, qui a fait un gros début de saison, qui est un gars qui est assez malin en échappée, qui sait prendre les échappées. Tu vois, je trouve ça un peu, curieux. Simon Kerr, il a été blessé, Simon Kerr, non? Ah, c'est vrai que sur ouais, oui. Simon Kerr revenait de blessure. Il a mis du temps, mais est-ce qu'il a déjà commencé sa saison en plus? Ouais, Route d'Occitanie, il a fait, mais c'était pas dingue. Bon, Simon Kerr, je retire. Mais tu vois, Milan Fretin, bon, après, je crois qu'il a fait le Giro, lui, Milan Fretin, si je dis pas de bêtises. Ah. Mais pareil, tu vois, un mec comme Ludovic Robet, que j'adore. Moi, je trouvais que c'était une super idée de prendre Ludovic Robet à la Cofidis, le faire venir de la Bingo. Maintenant, ça va faire, ils l'ont signé pour 2027. Ça va faire 3 ans qu'il est chez Cofidis. Ce mec-là, tu le prends pas juste pour porter des bidons, quoi. C'est Free Robet, quoi. À un moment donné, tu lui dis, vas-y, fais ce que tu sais faire. Donc voilà, il a pas encore couru un grand tour. Et ce mec, c'est un énorme moteur. Donc je trouve ça... Et d'ailleurs, on voit ses résultats, il y a beaucoup de DNF. Enfin, je pense qu'à mon avis, il est moins heureux dans cette équipe que dans l'équipe dans laquelle il était avant. Alors après, je pense qu'il a un salaire beaucoup plus gros, mais quand on voit le coureur qu'il était à la Bingo, je trouve ça, mais je trouve qu'il est hyper mal utilisé, quoi. Donc, enfin voilà, encore une fois, hein, c'est ça qui est frustrant avec Vasseur, c'est que souvent il y a du bon coaching, il y a du bon scouting, et à la Cofidis, je sais pas où ça coince, mais est-ce que toi, Thibaut, t'es capable de me citer un coureur qui est arrivé à la Cofidis, on va dire un coureur un peu confirmé, et quand il est ressorti de la Cofidis, on s'est dit, vas-y, le mec il est meilleur en fait. Pas un jeune c'est normal, hein, mais un mec qui était déjà pro, qui arrive à la Cof, et il repart et tu vois, il passe un step en fait, ces dernières années. Il y en a un, mais on l'attend, quoi. Il y a Zingle, mais c'est différent, quoi. Oui, mais Zingle, il arrive en jeune. On l'attend. On l'attend, oui, en arrivant en jeune. Oh là là, ces dernières années. Désolé, on s'égare de la preview, hein, mais voilà, non, mais. Mais tu vois, même Guillaume Martin, il est cataclysmique. Hein. Enfin, ça reste le même en fait. Oui, mais il y a pas, tu vois, il y a pas. L'a fait après, il est sur une saison blanche. Non, l'a fait, c'est vrai. C'est un coureur qui a vraiment progressé. Mais pareil, il est arrivé assez jeune. Mais je parle d'un mec un peu confirmé qui arrive à 23, 24, 25 ans et tu vois, et qui derrière, après Izagirre a gagné une étape sur le Tour de France. Si Alexis Renard, il arrivait, mais pareil, il arrivait assez jeune. Bon après, c'est vrai que ce que je dis, c'est assez Ben Tom. Hein. Ben Tom a quand même fait de très très belles choses à la Cofidis. Donc bon, je suis aussi. Mais il est resté quoi. Ouais, non mais oui. Le coq, c'était le même qu'à la BNB. Après, il a été cherché. Il a pris ses deux succès World Tour, ouais. À Laporte, mais bon, il va chez Visma, donc c'est biaisé, quoi. Bah oui, mais le truc, c'est que Laporte arrive chez Visma et il est 4 fois meilleur chez Visma. Et ça, Vasseur veut pas le reconnaître, en fait. Tu vois, quand il en parle, il est toujours rageux, machin. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc, pareil, on en avait parlé dans l'épisode avec Eric Boyer. Il y a un mystère il y a un vrai mystère dans cette équipe. Si, il y a ton chouchou. Il y a ton chouchou Zanoncello. Zanoncello.
Ouais. Attends, tu me dis, Zanoncello est passé par la Cofidis? Oui. Mais non. C'est sa première équipe pro en tant que stagiaire. En quelle année il était là, lui? En tant que stagiaire en 2020. D'accord, ok, putain, je savais pas du tout qu'Enrico... Ah ouais, Enrico Zanoncello, ouais, il avait été stagiaire à la Cofidis. Mais ah ouais, puis le transfert quand même, hein, pour les joueurs de sa limite, Pipo Fiorelli à la Visma, alors ça, personne l'avait vu arriver. Non, mais c'est un truc de fou. Faudra mettre sur le tapis le mercato de la Visma. Hein. Alors, vas-y, il y a quelques noms comme ça à donner là on fait les podcasts mercato en plein mois de juillet, on est comme ça. Ouais, il y a 5 noms qui sortent à la Visma. Ah non, mais c'est cataclysmique. Hein. Je suis désolé, hein, mais quand tu t'appelles la Visma, c'est je sais pas, c'est décevant. Hein. Fiorelli, Armirail, Kilich, Piganzoli, Matteo. Honnêtement, il y a des beaux noms, il y a du beau potentiel, il y a des beaux mecs que tu vas pouvoir sublimer. Je sais pas. Enfin, quand tu regardes le recrutement Emirati, là t'es vraiment sur du prospect où tu vas aller chercher les 2% pour les sublimer, alors que quand t'as un vrai bijou à polir, tu vois, type Brennan, là il y a beaucoup plus à aller chercher, tu vois. Je suis pas d'accord avec toi, Thibaut. Je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que, tu vois, à la Visma par exemple, alors déjà ils ont une vraie ils ont un vrai savoir-faire avec Laporte pour développer les coureurs, tu vois. Et c'est du recrutement. C'est pas du recrutement pétrodollar, tu vois. C'est du recrutement où tu fais avec tes sous et t'es mesuré, tu vois. Mais quand tu t'appelles la Visma, tu recrutes des têtes d'affiche. Bah, moi, je pense que leur stratégie, c'est plutôt d'aller recruter des potentiels. C'est-à-dire que Christophe Laporte, quand ils le prennent, c'est un très très bon coureur, mais c'est pas un GOAT. Ils en font un presque GOAT, tu vois. Je trouve par exemple un mec comme Bart Lehman, le mec était militaire quand même. Hein. Il était à la U1 Power Health, l'équipe allait mettre la clé sous la porte, le gars avait 27 ans, et je suis désolé, il a fait des trucs bien à la Visma. Donc moi je trouve que c'est intéressant, tu vois, quand il récupère, comment il s'appelle là, le vautour là, je sais pas s'il y a encore cette année, le chasseur d'échappée là. Attends, redis. Le grand là, qu'ils avaient, voilà, c'était. Non mais tu parles de qui, de quelle équipe là? Julien Visma. Ah oui. Okay. Quand il récupère Julien Vermote, bon, voilà, le mec a fait qu'une année. Mais tu vois, ça a dépanné. Donc je pense que tu vois, dans les rôles, à 31 ans, un mec comme Pipo Fiorelli, qui est un bon coureur, qui a certainement des marges de progression à la Visma, si tu lui donnes un contrat de 3 ans, parce qu'il aura 34 ans, il sera pas terminé, il a 31 ans bientôt, je crois. Bah déjà, le mec, il va se donner à 150%. Tu sais que mentalement, ça va être la chance de sa vie, il l'attend depuis longtemps. Donc je trouve que mentalement, c'est déjà bien vu. Et puis, il y a un équilibre en fait dans l'équipe. T'as des mecs qui vont... Tu vois, souvent le problème des UAE, alors ça les empêche pas de gagner, mais c'est que souvent à un moment donné, chez UAE, il y a des problèmes d'ego à gérer. Tu vois, je pense qu'un mec comme Almeida, par exemple, c'est un mec qui a bonne patte. Mais là, c'est en train de clasher, par exemple, avec Juan Ayuso. Juan Ayuso. Voilà. Oui, ou... Et là, Monsieur veut prendre la porte de sortie et enfin, on comprend que l'empilement des talents, c'est bien, mais ça a ses limites. Alors, je te dirais que peut-être que la vérité, elle est entre les deux. Mais là, si tu prends la Visma, si tu prends l'équipe pour 2026, t'as qui à encadrer? Faut encadrer Jonas Vingegaard, faut encadrer Mathieu Brinnan, parce que Mathieu Brinnan, va falloir quand même qu'on en parle et qu'on en parle réellement, parce que là, on est sur du GOAT plus. Hein. Ça peut aller taper du maillot vert ou du maillot par points sur un grand tour très très rapidement. On a affaire à un phénomène. Ouais, mais est-ce que Brennan tu le formates pour ce type de choses, ou est-ce que il est pas là pour suppléer un peu ta tête d'affiche sur les classiques et la devenir? C'est ça. Ah ben ça va être la tête d'affiche de la Visma sur les classiques. Oui. Mais là où tu dois recruter quand t'es la Visma, c'est aussi sur les grands tours. C'est parce qu'il y a quand même un collectif qu'il va falloir remplacer. Tige Benoît s'en va. Il y a Wout van Aert qui est sur la descendante et qui va sans doute ne plus avoir les faveurs pour s'aligner sur le Tour de France et aller chasser sa propre gloire sur d'autres occasions, tu vois.
mais il sera pas non plus entouré à 100% derrière lui. Et donc va falloir trouver des suppléments. Puis enfin mine de rien, on a recruté Matteo Jorgensen, mais sur les 2 derniers Tours de France, Matteo Jorgensen, est-ce qu'il a été vraiment au rendez-vous du travail qu'on attendait pour essayer de renverser Tadej Pogačar? C'est ça le truc. Ah oui, non, et lui, il était sur une marge de progression pour éventuellement jouer un classement général sur le Giro dès l'année prochaine. Bon, bah là, on est en retard sur les prévisions. Mais après, si tu prends les coureurs qui sont sous contrat pour la Visma en 2026, pour l'instant, il y a 20 coureurs sous contrat. Donc ça veut dire qu'il y a encore 10 mecs à aller chercher. Pigonzoli, je trouve ça hyper intéressant, moi. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, Fiorelli n'est pas compté dans ce que j'ai dit, donc il n'est pas sur Pro Cycling Stats. Donc voilà, il reste à les 8-9 coureurs à aller chercher. Quid de Christophe Laporte, hein, quand même. T'as des nouvelles, toi, ou pas, de Christophe Laporte? Parce que ça commence à devenir inquiétant. C'est le seul mec, je crois, du World Tour qui n'a pas couru 1 mètre cette année. Non, j'ai plus aucune nouvelle. Voilà, donc Christophe Laporte. Alors, il y avait eu une bonne interview sur YouTube de lui, là, il y a quelques semaines. Mais Christophe Laporte, est-ce qu'il est prévu sur des courses? Christophe Laporte. Non, il n'y a pas de course au programme. Il a encore 1 an de contrat. Il a plus couru depuis le 6 octobre. Dernier. Paris Tour, hein, qu'il a remporté. Hein. Il est parti sur une victoire et plus de Christophe Laporte. Après Wout, je pense quand même. Après, tout dépendra de ce qu'il a envie de faire, hein, Wout. Hein. Mais bon, je pense quand même qu'il a encore. Pour beaucoup d'équipes, tu vois, demain, s'il a plus de contrat, je pense que si les UAE pouvaient le récupérer, ils le récupèrent. Je pense que n'importe quelle équipe au monde, encore à l'heure qu'il est, pourrait prendre Wout. Après, voilà, aussi dans quel rôle. Hein. S'ils disent je vais être ultra leader, croquer mes étapes, mes trucs, mes machins, là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais Wout, je pense que en équipier de luxe sur un grand tour, il n'y a pas meilleur en fait. Il y a pas, c'est là où il est. C'est là où finalement ses spécificités quelque part sont on le compare toujours à Mathieu Van Der Poel, mais c'est sur ce registre-là où il sait faire des choses que Van Der Poel ne sait pas faire. C'est 2 coureurs différents en fait. On les a toujours comparés, mais et puis pour moi, il a plus de capacité en montagne que Mathieu. Enfin bref. Ok. Ok Thibaut, donc on va rappeler ton pronostic, hein, si tu as d'autres idées pour cette étape du Tour de France, cette 19e étape. Donc tu étais sur Adam Yates, pour ceux qui jouent, la cote elle est à 26. Moi je reste sur Adam Yates, mais par contre ouais, en termes de paris, je pense que le mieux c'est quand même d'attendre confirmation ou pas que les saisies soient enlevées ou non, tu vois, et d'avoir une idée du tracé de demain. Parce que honnêtement, si c'est plus court, ça peut changer toute une physionomie. Si on rajoute une difficulté plus dure aussi, tu vois. Enfin, il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Donc peut-être attendre vraiment d'être fixé sur le sort de cette étape avant d'aller vers quelque chose qui pourrait être farfelu, tu vois. Bah, c'est vrai que s'ils annulent les saisies, pour moi le scénario le plus probable, hein, on fait le départ, derrière on monte dans un petit bus et puis en bas du col des Prés on donne un top départ, ça réduirait l'étape à peu près à un format de 70-80 km, donc là bon, on serait quasi assuré d'avoir un décidé. Mais voilà, encore une fois, faut attendre les informations et voir si les rumeurs qui traînent de ci de là se confirment ou pas. Et encore une fois, on vous dit ça, mais alors il y a vraiment rien. On a vu 2-3 trucs qui traînaient, mais alors vraiment rien d'officiel. Donc pour l'instant, le parcours est le parcours officiel. Thibaut, ta preview sur le site Vélo Futé. Du coup, qui n'a pas été modifié. J'espère que j'ai oublié mon chargeur au boulot comme un con. Donc je suis en train de recharger mon Mac avec mon chargeur de téléphone. C'est terrifiant. Heureusement qu'il y a l'USB type C maintenant. Est-ce que ça a suffisamment rechargé? Et ça fait quand même une demi-heure que je l'ai mis en charge. Bon, 33%, c'est beau. Je vais pouvoir modifier. À monter le prix. Suivant les annonces quand ça sortira. C'est beau. Ok. La preview d'Enzo également sur son site The Big Gear, donc Vélo Futé. Puis Thibaut, on te retrouve sur X, sur Twitter, Thibaut Chambre. Allez vous abonner. Et Enzo également, analyste Phoenix. Et puis le coup tordu présent sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, hein, le TikTok qui est en train d'exploser. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a X également, il y a Twitter. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des petites questions à poser, n'hésitez pas les amis, ça sera avec un grand plaisir. Allez, à très vite et probablement
à demain pour la preview de la 20e étape du côté de Pontarlier. Ciao Thibaut, ciao à tous. Ciao, ciao.